Bonjour à tout le monde. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. En tout cas, si vous voyez les diapos bouger et que vous n'entendez pas de son. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Tiffany Ip, consultante technique au sein du cabinet Sogedev. Et donc, aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est la demande d'information et comment vous allez pouvoir la préparer pour fournir à l'administration tous les éléments qui vous seront demandés. Donc, on va débuter par une première. On va tout d'abord quelques mots sur le cabinet Sogedev. Donc, c'est un cabinet qui accompagne depuis plus de 20 ans des sociétés à l'obtention d'aides fiscales et non fiscales. Nous sommes 100 experts pluridisciplinaires à accompagner un peu plus de 1000 clients en France. Le siège social est basé à Issy-les-Moulineaux, mais nous sommes présents sur plusieurs grandes villes de France, donc Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse, Strasbourg et plus récemment Lille. Donc, pour mener à bien nos missions, nous avons plusieurs partenaires et nous sommes également référencés conseil en crédit d'impôt recherche et innovation par la médiation des entreprises. Donc, avant de parler de demande d'information, quelques rappels sur les deux dispositifs qui nous intéressent, donc le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, le crédit impôt recherche sur le plan financier va vous permettre de récupérer 30% d'une assiette de dépenses dites éligibles jusqu'à 100 millions d'euros et au-delà, le taux passe à 5%. Les projets de recherche que vous allez pouvoir présenter doivent répondre à une problématique technique, technologique, scientifique qui est forte et qui ne peut être résolue simplement à partir de la somme des connaissances disponibles qu'on appellera état de l'art. Et pour la résoudre, vous allez devoir entreprendre une démarche scientifique qui est donc présentée, argumentée au travers des éléments disponibles de l'état de l'art. Le crédit d'impôt recherche s'appuie sur les critères du manuel de Frascati. Donc, 5 critères sont à retrouver et à respecter, qui sont les critères de nouveauté, de créativité, d'incertitude, de systématique et de transférabilité. Le dernier correspondant à la capacité à enrichir l'état de l'art qui était lacunaire au démarrage de vos travaux. Le second dispositif, c'est le crédit impôt innovation qui a été créé après le crédit impôt recherche. Dans ce cadre-là, donc jusqu'au 31 décembre 2022, vous pouviez récupérer 20% d'une assiette de dépenses dites éligibles. Et depuis le 1er janvier 2023, vous pourrez récupérer 30% de ces dépenses. Par contre, les frais de fonctionnement ont été supprimés. Concernant le crédit impôt innovation, l'assiette de dépenses est plafonnée à 400 000 € et seulement les PME au sens communautaire pourront en bénéficier. Les projets que vous allez pouvoir présenter
à ce dispositif correspondent à la conception de prototypes d'un produit dont les performances techniques, fonctionnelles, ergonomiques ou éco-conceptuelles sont supérieures à des produits concurrents sur le marché que vous adressez. Et cette notion de supériorité est à démontrer et elle est vraiment essentielle. Donc, lorsque vous déclarez ces crédits d'impôt, à savoir que les crédits d'impôt CIR C2I sont associés à un exercice fiscal, que la déclaration se fait grâce au formulaire 2069A et qu'elle doit se faire de manière concomitante avec la déclaration du solde d'IS. Concernant le remboursement, donc si vous voulez vous faire rembourser ces crédits d'impôt, soit vous pouvez avoir un remboursement immédiat. Donc ça concernera les PME ou encore les sociétés jeunes entreprises innovantes. Mais si vous n'êtes pas dans ces cas-là, il faudra attendre 3 ans après la date de déclaration si vous n'avez pas pu imputer sur un éventuel solde d'IS. La demande de remboursement se fait via les formulaires 2573 et 2069 RCI. Voilà, et à savoir que l'administration a un droit de reprise sur ses crédits d'impôt jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant l'année de déclaration. Donc, plus concrètement, pour un CIR 2022 que vous avez normalement déclaré là où il vous reste quelques jours, il sera contrôlable jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, voilà pour les rappels. Donc, l'administration peut revenir vers vous de 2 manières, soit via une demande d'information, soit via un contrôle fiscal. La demande d'information, ce qu'on observe, c'est qu'elle est systématique pour les primo-déclarants qui font une demande de remboursement et qu'elle est quasi systématique quand il y a une demande de remboursement. Voilà, alors que le contrôle fiscal est pour le coup moins fréquent et ne va pas forcément ne va pas forcément porter sur le CIR en premier lieu, mais c'est peut-être le contrôle fiscal sur un autre sujet qui va découler sur le crédit d'impôt. Pour la demande d'information, elle va se faire au travers d'un dossier technique avec les pièces justificatives que vous allez envoyer, tandis que pour le contrôle fiscal, il peut y avoir plusieurs échanges, des rendez-vous avec l'inspecteur et également au travers de pièces. Le dossier technique n'est pas forcément expertisé dans le cas d'une demande d'information alors qu'il peut l'être et qu'il l'est très souvent dans le cadre du contrôle fiscal. Lorsque vous recevez le remboursement suite à une demande d'information, ce n'est pas une prise de position formelle de la part de l'administration, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un contrôle fiscal ensuite qui remettrait en cause la créance, alors que si vous avez un contrôle fiscal sur le crédit d'impôt et que celui-ci est validé et remboursé, c'est une prise de position formelle que vous pourrez présenter si vous êtes à nouveau interrogé. Voilà, et donc dans le cadre du contrôle fiscal, l'expert intervient pour vérifier si les dépenses sont en adéquation avec le projet et l'ampleur du projet qui est présenté. Mais par contre, la notion d'éligibilité au sens fiscal, c'est l'inspecteur qui la réalise. Donc, la demande d'information. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de remboursement, c'est une réclamation contentieuse par nature, ce qui signifie que lorsqu'il y a une demande d'information, c'est une demande de régularisation. Et donc, dans ce cas-là, d'une part, le contribuable est tenu de fournir les éléments qui vont être demandés dans un délai imparti qui est normalement de 30 jours. Et si les éléments ne sont pas fournis, la demande de remboursement peut être refusée. De son côté, l'administration, elle est tenue de procéder au remboursement dans les 6 mois qui suivent la demande formulée, donc la demande de remboursement, sous peine de devoir verser des intérêts moratoires. En termes de délai et du temps que cela peut prendre, parce que c'est une question qu'on a très souvent et qui n'est pas, qui est assez variable au final selon les SIE et le contexte. Donc, lorsque vous allez déposer votre formulaire de déclaration,
quelques jours à quelques semaines après la demande de remboursement, vous pouvez recevoir une demande d'information de la part de l'administration. Cette demande d'information peut être un courrier et maintenant de plus en plus un mail, on le verra ensuite, qui liste les documents à fournir à l'inspecteur ou l'inspectrice pour régulariser la réclamation. Donc, comme je disais, vous avez normalement 30 jours qui peuvent être que vous pouvez reporter avec l'accord de l'inspecteur. Donc, vous faites votre réponse et l'inspecteur ensuite va analyser votre demande. Et donc, ce qui se passe, donc ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, c'est il va y avoir des échanges entre le SIE, le PCE, Pôle de contrôle expertise, et la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques. Il peut y avoir plusieurs niveaux d'accord selon le montant de l'assiette de dépenses. Donc, c'est un traitement qui peut être assez long, mais en tout cas, le SIE doit revenir vers vous une fois qu'elle a eu son retour. Et vous pouvez avoir 3 retours différents. Donc, une acceptation complète, ce qui signifie que vous êtes remboursé. Une acceptation partielle, donc peut-être qu'une partie des dépenses ou des projets seulement vont être considérés comme éligibles et le reste non. Et enfin un refus, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas remboursé du tout, le tout est considéré comme non éligible. Donc les échanges avec l'administration peuvent se faire de plusieurs manières. Donc, comme je disais, vous pouvez recevoir des courriers. Donc bien vérifier l'adresse que vous avez communiquée et veiller à bien récupérer le courrier, sachant que la date de réception du courrier fait foi et c'est à partir de là que démarrent les 30 jours. Si vous êtes amené à envoyer des documents à l'administration, toujours le faire avec un accusé réception pour valider que vous l'avez bien reçu et ne pas hésiter à contacter votre interlocuteur auprès de l'administration par mail si vous l'avez, en indiquant que à telle date vous avez reçu un courrier ou que à telle date le courrier a bien été reçu de son côté. Pour envoyer la documentation, vous pouvez aussi passer par la plateforme Escale. Donc ça, c'est soit proposé directement dans le courrier que vous avez reçu, soit n'hésitez pas à contacter également votre inspecteur ou votre inspectrice pour savoir comment lui envoyer les documents. Et vous pouvez également le faire par mail. Donc tout dépend de l'inspecteur qui va être en charge de votre dossier, ce qu'il souhaite. Mais ce que l'on vous conseille, c'est de vous mettre d'accord sur les modalités de retour. Et enfin, ce qui est de plus en plus utilisé, c'est la messagerie sécurisée du service dématérialisé. Donc, regardez bien si elle est activée et si l'adresse mail qui est renseignée est bien consultée et qu'elle est accessible par plusieurs personnes pour ne pas louper une éventuelle demande d'information de la part de l'administration. Donc, dans une demande d'information, les éléments qui vont vous être demandés classiquement sont un dossier technique, donc qui va décrire les travaux de recherche ou les travaux d'innovation, le détail du calcul avec les éléments comptables que vous avez utilisés pour le réaliser. Ensuite, il faudra probablement fournir le suivi de temps précis, détaillé et complet. Et enfin, les diplômes et les CV du personnel valorisé seront à fournir. Donc, le conseil, c'est quand vous embauchez des personnes dans votre société, pensez à récupérer les diplômes, une copie du diplôme, le CV, normalement, vous l'avez. Gardez-les et vous pourrez au moins défendre avec ces pièces leur valorisation au crédit d'impôt. Donc, le dossier CIR, il a 2 parties. Donc, une première partie qui est donc la présentation de la société, le contexte R&D, l'historique R&D de la société, comment est composée l'équipe, ce qui vous permet également de présenter l'implication de chacun des membres dans les travaux de R&D. Vous pouvez également indiquer si vous êtes en collaboration avec des instituts de recherche, si vous participez à des séminaires, à des congrès, si vous avez également publié. Donc, tout ce qui se rapporte à de la recherche, n'hésitez pas à le préciser, ça reste des éléments intéressants à présenter.
Et également, vous pourrez indiquer si vous avez déjà obtenu des agréments en CIR ou C2I et des agréments CIR et si vous avez déposé des rescrits, donc rescrits CIR ou par exemple des rescrits JEI et s'ils ont été obtenus. Concernant la partie plus technique qui va être en fin de compte celle qui est la plus analysée, pour chaque opération de R&D, donc une opération de R&D correspond à une problématique scientifique que vous allez rencontrer. Donc bien décrire le contexte, comment le projet a démarré, pourquoi vous l'avez démarré, et vous allez pouvoir ensuite présenter les objectifs de ce projet et expliquer dans quelle mesure, quand vous avez voulu les atteindre, vous avez été confronté à des problématiques techniques, scientifiques ou technologiques qui étaient fortes, qui étaient complexes et qui ne pouvaient être résolues au travers des éléments disponibles dans l'état de l'art. Donc, bien évidemment, l'état d'art sera présenté, à référencer et à analyser pour indiquer et mettre en avant toutes les lacunes auxquelles vous deviez faire face et tous les verrous que vous deviez lever. Ensuite, il conviendra de présenter le raisonnement, donc quelle a été la démarche que vous avez entreprise, les réflexions que vous avez pu avoir, les hypothèses que vous avez posées, peut-être les méthodes que vous pensiez peut-être utiliser et ce que vous pensiez obtenir. Ensuite, vous présenterez les travaux, essayez d'entrer quand même dans les détails, de présenter les résultats et n'oubliez pas les phases qui n'ont pas abouti, donc ce qu'on appelle des échecs, qui sont clairement partie intégrante d'une démarche de R&D et qui vont être valorisées en termes de temps, donc à présenter dans le dossier. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est comment vos résultats contribuent à enrichir l'état de l'art qui était lacunaire au démarrage des travaux. Et plus loin, en fait, imaginez-vous si demain vous deviez publier vos travaux dans un journal scientifique, quelles informations vous partageriez qui, du coup, ne sont pas déjà présentées. En fin de compte, la présentation d'un dossier CIR est assez proche de ce qui peut vous être demandé lorsque vous rédigez un article scientifique. En fin de compte, la structure d'une publication scientifique et les différentes sections, vous pouvez les retrouver et les replacer dans un article de CIR. C'est vraiment la manière de présenter qui est différente, mais en fin de compte, le fond est relativement le même. Concernant le dossier C2I, donc également, vous allez pouvoir présenter en premier lieu la société, donc quelle est l'activité de la société. Vous pouvez également donner des indicateurs d'innovation si vous avez peut-être obtenu des prix, obtenu des aides publiques, mais vraiment dédiées à l'innovation. Ça reste des points intéressants à présenter. Et le deuxième point, c'est d'indiquer de quelle manière vous respectez donc le statut PME au sens communautaire. Vous allez ensuite pouvoir présenter le projet. Donc, pour chaque projet que vous allez présenter, il faudra suivre cette trame. Donc, décrire le produit, le contexte de création du produit, et en fin de compte, les objectifs techniques, fonctionnels, ergonomiques ou éco-conceptuels qui étaient visés au démarrage des travaux. Le C2I et ses travaux donc, doivent être... on parle d'un produit, donc un produit, il va falloir décrire le marché. Donc, quel marché est adressé, quels sont vos clients, pourquoi ces clients-là, quels sont les enjeux que vous connaissez sur ce marché, les enjeux que vous vouliez forcément relever au travers de vos travaux. Et il conviendra également de présenter les concurrents directs, mais également indirects, qui étaient présents au démarrage de vos travaux, tout simplement parce que c'est de cette manière-là que vous allez déjà pouvoir présenter les besoins qui n'étaient pas comblés lorsque vous avez débuté le projet. Vous pourrez ensuite présenter les travaux de prototypage que vous avez réalisés. Le niveau de détail sera moins important que ce qui est demandé dans un dossier de crédit impôt recherche. Néanmoins, il sera quand même important que le temps que vous avez passé soit représenté ou soit assez représentatif dans le dossier.
Et la dernière partie, donc, qui est très importante, c'est de comparer de manière qualitative ou quantitative, mais en tout cas au travers d'éléments tangibles, de quelle manière votre prototype est supérieur en termes de performance technique, fonctionnelle, ergonomique ou éco-conceptuelle par rapport aux produits concurrents présents sur le marché. N'hésitez pas à vous appuyer sur des sites web tels que WebArchive pour collecter l'information de ce que proposaient vos concurrents au démarrage des travaux, voilà, sur leur site internet. Donc les points d'attention. Il faut savoir que l'administration est de plus en plus vigilante concernant la contribution des salariés que vous allez valoriser. Il ne s'agit plus seulement de dire que telle personne a tel diplôme ou tel niveau d'expérience. Il faut expliquer à quelle phase la personne a participé, comment est-ce qu'elle est intervenue dans les travaux. Donc c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, maintenant l'administration vous envoie un fichier Excel à remplir et la contribution est souvent demandée. Également la justification des frais de sous-traitance et comment les retraitements des aides ont été faits, notamment si vous n'avez pas retraité 100% de l'aide, pourquoi, comment vous avez optimisé et est-ce qu'en fin de compte vous suivez les règles. Ensuite, il sera important de bien justifier donc le statut PME au sens communautaire et quelque chose d'assez récent que nous avons remarqué, c'est attention, si vous avez des versions successives d'un produit qui est déjà commercialisé, présentez les travaux qui ont fait l'objet de modifications majeures et non pas mineures. Enfin, bon, les experts sont assez vigilants concernant la description de la problématique, de l'état de l'art, du raisonnement et de la contribution. Donc, est-ce que vous respectez bien les critères de Frascati? Et enfin, ils sont parfois amenés à regarder les sites des concurrents au démarrage des travaux. Le dernier point de nouveauté, qu'on qualifiera de nouveauté, c'est que les sociétés qui sont en difficulté au sens communautaire sont exclues du C2I, donc ne peuvent pas prétendre à ce dispositif. Voilà. Et donc, pour terminer, quelques mots sur les recours en cas de litige. Donc, si vous êtes dans un cas où vous avez une acceptation partielle ou un refus de votre demande de remboursement, donc ce retour-là, il porte vraiment sur la réclamation contentieuse, mais pas forcément sur le CIR lui-même. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous pouvez rédiger une contestation écrite, donc argumenter en reprenant point par point les éléments qui ont été les éléments de retour qu'a fait l'inspecteur, en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si celle-ci n'aboutit pas, vous pouvez activer le recours hiérarchique, qui vraisemblablement suit souvent l'avis de l'inspecteur, mais n'hésitez pas à le faire. Et si le recours hiérarchique maintient la position, vous pourrez alors mener 2 actions en parallèle. Un recours classique accompagné d'avocats pour saisir le tribunal administratif et en fin de compte, si à chaque fois les retours sont négatifs, la cour administrative d'appel et ensuite le Conseil d'État. Et en parallèle, on vous conseille donc de faire appel à un conciliateur fiscal et la médiation des entreprises pour essayer de dénouer la situation. Bien évidemment, essayer de considérer les pour et les contre dans ces démarches-là qui sont longues et qui peuvent être coûteuses. Voilà. Donc, en conclusion, constituer un dossier de qualité et passer du temps sur la production des justificatifs, c'est très important si vous voulez être remboursé. Il y a des voies de sécurisation qui existent et que nous avons abordées il y a un mois dans mon webinaire, donc qui sont le rescrit fiscal et le contrôle sur demande. Et enfin, ne négligez pas le dialogue avec l'administration fiscale. N'hésitez pas à contacter et à utiliser les voies de recours. Le prochain webinaire portera sur les aides publiques et privées pour financer vos projets innovants en France et à l'international, donc le jeudi 15 juin. Nous vous enverrons la synthèse PDF et le replay vidéo à l'issue du webinaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par mail. Et nous avons encore quelques minutes si vous avez des questions. Voilà, merci. Alors, peut-on demander des intérêts moratoires passer les 6 mois post-déclaration sans retour de l'administration?
Alors, pensez bien à noter les dates auxquelles vous faites vos demandes de demande de remboursement. En effet, après 6 mois, vous pouvez faire cette demande d'intérêt moratoire, mais à savoir que l'administration peut très bien vous contacter juste avant les 6 mois et vous dire nous avons besoin d'un petit peu plus de temps et vous dire qu'elle décale le délai de 3 mois. Donc en fait, tout retour de l'administration, même si ce n'est pas une demande de remboursement, peut reporter ce délai de 6 mois. Donc regardez bien quand est-ce que vous faites cette demande pour les intérêts moratoires. Alors, en cas de refus partiel ou total de la demande de remboursement, est-il possible de faire une nouvelle déclaration? En effet, si vous êtes dans un cas où vous n'avez peut-être pas envie ou en fin de compte ça n'aboutit pas, la contestation écrite, le recours hiérarchique, etc., vous pouvez essayer de, de refaire une déclaration, donc de redéposer, de redéclarer une 2069A et de faire une nouvelle demande de remboursement. Vraisemblablement, vous allez tomber sur le même SIE et le même inspecteur, c'est possible, mais vous pouvez le tenter. Comment contacter l'inspecteur en charge de mon dossier? Donc, soit vous avez été contacté par courrier et normalement, vous avez le nom de votre inspecteur ou de votre inspectrice. Et alors, c'est très variable. Parfois, vous avez son numéro direct, parfois, vous avez le numéro du SIE, parfois, vous avez l'adresse mail. Mais en tout cas, vous pouvez aussi avoir l'adresse mail générique du SIE et n'hésitez pas à indiquer à qui vous adressez. Vous mettez à l'attention de monsieur ou madame X. Ce qui le mail lui sera communiqué. Et puis si vous avez le numéro de téléphone, n'hésitez pas quand même à essayer d'appeler. Certains décrochent et c'est parfois beaucoup plus simple. Par contre, le conseil, c'est si vous avez une interaction par téléphone avec votre inspecteur ou votre inspectrice, n'hésitez pas à doubler par mail si vous avez convenu, par exemple, d'un report d'une date, que vous êtes mis d'accord pour envoyer les éléments par mail ou via escale. C'est les mails qui feront foi s'il y a quoi que ce soit sur les délais ensuite. Voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir terminer le webinaire et n'hésitez pas à nous contacter si d'autres questions vous viennent par la suite. Bonne journée.